Et je vais du coup vous faire comprendre comment est-ce qu'on en est passé de l'un des films les plus révolutionnaires, c'était peut-être le film le plus révolutionnaire de l'histoire du cinéma, plus le projet avançait, plus tu sentais que Steven commençait à en avoir un petit peu ras-le-bol de son film. Et ça se transpire rien que de ce qu'il écrit et de ce qu'il réalise. Et c'est à partir vraiment de là que les problèmes vont vraiment commencer. Mais croyez pas qu'avec 9 ça s'arrange. Je suis sûr qu'il y a un scénariste qui s'est dit ça pourrait faire une excellente bataille finale de voir le T-Rex face au Spinosaure et que ce soit le T-Rex qui gagne. Sauf qu'il y a un autre scénariste qui a buté l'idée. Et je le hais pour ça. En 2004 sera quand même annoncé un projet autour de la saga Jurassic Park, ce qui fera quand même plaisir. Mais il y a un gros problème avec toute cette histoire. Stan Winston, acteur principal qui jouait John Hammond. Et pour Michael Crichton, qui en plus de ça est, je vous rappelle, est l'auteur du roman Jurassic Park, lui aussi fait partie de ces 3 personnes qui nous ont quittés. Le projet du Jurassic Park 4 sera définitivement annulé, et pas seulement rangé dans le placard, mais définitivement avorté pour toujours. Welcome to Jurassic World. Lorsque l'année 2010 est arrivée, là, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu. Une nouvelle suite à Jurassic Park était arrivée, était annoncée aux yeux de tout le monde. Du coup, tout le monde s'est mis à attendre patiemment pendant que le film se préparait petit à petit. Et là, on entre petit à petit dans une future nouvelle ère pour la saga Jurassic Park. Parce qu'à partir de maintenant, Jurassic Park ne s'appelle plus Jurassic Park. Non. Il s'appelle Jurassic World. Ouais, c'est vrai que c'est très original quand même. Sachez qu'en équipe, on retrouve Colin Trevorrow, qui à cette époque-là, il n'était pas très... il n'était pas très connu que ça. Et il est accompagné dans la scénarisation en plus de ça, avec beaucoup de scénaristes. L'un d'entre eux s'occupera même de Kong Skull Island, et vous en avez probablement certainement jamais entendu parler, Monster Cars. Ouais, cette espèce de film où t'as une espèce de pieuvre qui s'introduit dans une voiture, Ouais, non, j'ai jamais vu ce film. Par contre, je note que Rick Jaffa a quand même un CV assez lourd comparé aux autres, puisque lui, il s'est occupé de la planète des singes, des origines et l'affrontement. Donc là, tu te dis, ça va être un minimum bon. Et à noter d'ailleurs que c'est même lui qui va s'occuper du prochain planète des singes réalisé par Westball, qui sort l'année prochaine. Bon, ça va. Pour l'instant, on va dire que ça va. Par contre, je crois que t'as oublié qu'il a aussi fait le remake de Mulan, je sais pas si... Non, mais j'ai dit que ça va. Par contre, sachez que dans la musique, on ne retrouve pas du tout n'importe qui. On retrouve bel et bien le seul et l'unique, et sûrement le futur légendaire, Michael Giacchino. Ouais, le même gars qui s'est occupé des OST de The Lost, et de pas mal de 2-3 films Marvel à côté. Bref, Giacchino, c'est un grand talent que vous avez certainement dû entendre parler ne serait-ce qu'une fois. Croyez-moi que ce dernier a beaucoup de talent. Ouais, après j'ai vu que la première saison de The Lost, pour dire que cette série est qualitative. Et vous allez me dire, c'est qui la tête d'affiche du film? Chris Pratt lui-même. Ouais, le gars qui sort des Gardiens de la Galaxie et qui, on ne se doutait pas du tout qu'il allait devenir une plus grande star que ça à la suite des années qui viennent. On a aussi Bryce Dallas Howard. À savoir Bryce Dallas Howard. Le truc qu'on peut dire, c'est qu'elle a déjà joué dans 2-3 films avec Shia LaBeouf. Mais le truc le plus important, c'est que c'était elle qui jouait Gwen dans Spider-Man 3. Donc ouais, là déjà, tu sens quand même qu'elle a un petit peu de talent. Un petit peu. Par contre, tout le monde va pouvoir dire cocorico dans toute cette histoire, parce que Omar Sy, notre star international, joue dans le film. Ah, et pour plus d'inattendu, sachez que dans ce film, Booba a été figurante dans Jurassic World. Ouais, non, je vous jure, je déconne pas, vous pouvez même le voir là, avec une image bien détaillée, comme ça, vous vous rendez compte que c'est lui. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est quoi ça? Comment ça je suis dans Jurassic World? Ben moi figurant dans Jurassic World, mais ce mec là il veut que je l'entoure. Alors, Red c'est un tir, ça me dit que je suis dans Jurassic World, mais en fait pas du tout. Non mais vas-y, tu vas faire ta gueule, d'où tu me balances ce genre de trucs comme ça. Et en plus il a une chaîne de rap, Reste de la cité. La Reste de la cité, ouais, c'est quoi ce là, son trône? Je dirais plutôt Empereur sans talent, avec sa tête de Thanos là, on dirait il est Théodore mais en moche, c'est quoi ça? Donc ouais, franchement avec tout ça tu peux dire, l'équipe elle va être solide, ça va tenir. Ce sera pas la même équipe qu'avec le premier opus, mais franchement là déjà, tu peux dire on tient quelque chose, on tient peut-être quelque chose de bien. Sachez que Jurassic World, ce sera pas du tout le même speech que Jurassic Park, puisque bon, des années après la catastrophe qui s'est produite à l'Isla Nublar, on construit un nouveau parc à cet endroit et tout a été ouvert au public. Le parc est ouvert au public, ça cartonne, ça fonctionne, bref, tout le monde va au parc pour admirer des dinosaures, tout se passe bien. Bref, c'est ultra sécurisé et du coup, des gens ils se contentent pas de dépenser sans compter, n'est-ce pas, John Hammond?
Je trouve que c'est un peu insultant d'insulter un mort quand même, hein, je sais pas. D'ailleurs, petit aparté que je place là, je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas rendu hommage à John Hammond dans ce film-là. Même si on mentionne qu'il est mort, que ce soit le personnage ou l'acteur hein, lui-même. Mais voilà, je trouve ça quand même dommage qu'on en parle ne serait-ce qu'un petit peu, mais qu'on lui rende pas ne serait-ce qu'un petit hommage parce que c'est quand même un peu lui qui a un peu forgé Jurassic Park et je trouve que ouais non, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne fasse pas mention de ce dernier et voilà. Bon, tu me diras, on n'a pas rendu hommage à Sam Winston ni même à Michael Crichton, mais voilà, je sais pas, au moins une petite référence pour ces deux-là, puisqu'ils ont quand même beaucoup contribué au cinéma ou à la littérature. Sauf que on en vient à un petit problème. Les dinosaures, ça intéresse plus personne en fait. Tout le monde s'en bat les couilles maintenant, dinosaures. Les gens ils vont au parc, ils passent un bon moment et c'est tout. Ils vont pas chercher plus loin. Donc du coup, le parc se donne une idée, à savoir créer un dinosaure que pratiquement personne n'a vu et créer génétiquement. Et du coup intervient ce que l'on appelle l'Indominus Rex, à savoir un mélange entre le T-Rex, le Vélociraptor, les cellules de grenouille, de caméléon et... Bref, mes couilles, niquez-vous. Sauf que pour vérifier qu'il ne soit pas suffisamment hostile, on engage un gars dresseur de Vélociraptor, et c'est notre cher Chris Pratt, surnommé Owen Grady dans ce film. Voilà, c'est à peu près le speech du film, et tu t'attends forcément à ce que la créature génétiquement modifiée s'échappe et foute le bordel. Ah, et aussi, dernier petit détail important, on introduit des gosses dans cette histoire qui, en fait, sont les neveux de Claire, à savoir la personnage de Bryce Dallas Howard. Oui, ça va, ils vont servir à quelque chose au moins, c'est bien, hein. Et puis de toute façon, c'est une tradition de ramener les gosses dans un film Jurassic Park, pas vrai? Malgré les petites guillemets que j'ai mis sur certains résumés, enfin sur quelques parties du résumé du film, malgré quelques petites pointes de grincement de dents qu'on aurait pu avoir à propos de ce film, force est de constater que le film reste plutôt bon. Oh ça va, il est très bon. Bon ok, j'avoue, présenter encore une fois un parc de dinosaures, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein. C'est bon, je crois qu'à ce moment-là, je pense qu'on a compris, il y a des dinosaures et Nublar, du coup les emprisonnent, tout ça, machin, on connaît, c'est bon, ça va, hein. Mais déjà, le fait qu'on veut s'éloigner des codes du prédécesseur, déjà en nous présentant des nouveaux personnages, mais en plus, en nous montrant que, il y a des métaphores au travers du cinéma, par exemple, les fans qui ne sont plus vraiment impressionnés par grand chose et qui, réclament encore plus grand et qui veulent voir plus, ouais, c'est un petit peu notre cinéma à nous, presque, à savoir qu'on veut voir des choses plus grandes, etc., etc. Bon, aujourd'hui, de nos jours, c'est plus trop le cas, mais bon, on va en parler, hein. Les gosses dans l'histoire, ils servent à rien, voilà, hein, je préfère le dire. Franchement, ces deux-là, à part être un petit objectif dans le film-là, qui finalement ne servent pas à grand-chose, ouais, non, ça nous fait presque ennuyer le film, et ça rajoute de la longueur pour rien. Par contre, l'Indominus Rex est une grande force. Ça, j'avoue, j'aurais jamais cru le voir comme ça, mais ouais, l'Indominus Rex est une énorme force. Déjà parce que ce truc-là est effrayant et il a hanté mes nuits pendant mes années de collège, je vous raconte pas comment. Parce que je préfère vous le dire, mais quand on présente ces gosses pour la première fois, tu te dis, ok, cool, ça va être les personnages principaux, ça va être vachement cool. Mais le gros problème, c'est qu'on nous présente d'autres personnages à la suite et ils prennent totalement leur place tellement ils les éclipsent. Du coup, ce qui fait que quand tu vois ces gamins, soit ils ont des scènes plus ou moins anecdotiques, soit ils sont là pour des histoires de garde et de... on s'en fout. Même s'ils ont une relation entre frères vachement intéressante, quand tu parles d'un film de dinosaures ou quoi, franchement les histoires de frères et de parents qui divorcent ou quoi, on souffle, enfin moi je souffle hein. Non mais dites-vous que c'est comme si dans le premier Jurassic Park, on se concentrait uniquement que sur les petits-fils de John Hammond. Du coup tu rates une bonne partie du film en effet, et ça en devient chiant. Voilà, c'est chiant. Mais aussi, ce qui fait la plus grande force du film, c'est les Vélociraptors et tous les sujets qui tournent autour de la saga Jurassic Park. Comme je vous ai dit, son âme, ça a toujours été de parler du rapport entre l'être humain et la nature. Et là, ce film-là, il le traite très bien. Bon, ok, pas mieux que Jurassic Park 1 et 2, hein, bien évidemment. Mais déjà... Jurassic Park 3 n'en parlait même pas, donc avoir ça dans Jurassic World ça fait du bien. Déjà Chris Pratt avait fait ses preuves dans les Gardiens de la Galaxie, là ça fait vraiment plaisir de le voir, dans un rôle un peu plus différent que son rôle précédent, mais franchement ouais ça fait plaisir de le voir dans cet état là. Dites-vous même d'ailleurs que Steven Spielberg a pris Chris Pratt tout simplement parce qu'il a été convaincu de sa performance dans les Gardiens de la Galaxie. C'est à peu près tout, alors que le gars il a dû jouer dans plein d'autres films avant ça, et ouais franchement le gars il s'en sort très bien. Il a une superbe relation avec les Vélociraptors qui fonctionne, vraiment c'est ouf, et ça fait plaisir de voir un être humain dresser des Vélociraptors, parce que les gars commencez pas avec vos théories du c'est pas possible qu'un être humain dresse des dinosaures ou quoi. Les gars on dresse des animaux depuis je sais combien de temps, donc pourquoi est-ce qu'avec des Vélociraptors ce serait pas possible?
Oh, à un moment donné, réveille-toi, mon pote. Juste, il y a 2-3 petites qualités et 2-3 petits défauts. Ok, mais bon, en même temps, c'est un blockbuster, fallait pas s'y attendre. Juste, moi, les gros défauts que je retiens du film, déjà, c'est les dinosaures. Comme je l'avais déjà dit tout à l'heure avec Jurassic Park 3, là, dans ce premier opus de Jurassic World, évidemment, là, c'est la première conséquence qu'il y a eu avec Jurassic Park 3, du coup, à savoir que les dinosaures, ils sont moins iconiques. Il y a la case des herbivores et la case des carnivores, à savoir herbivore égale figurant et carnivore égale doit bouffer des gens parce qu'il faut que ce soit les temps de la mer. Du coup, ce qui fait que ça rend un dinosaure anecdotique et que ça en fait pas du tout des animaux de manière générale. Et ça, ça commence petit à petit à se transpirer et ça va avoir d'une incidence par la suite. Ensuite, le rythme, bon, j'avoue, c'est très bien rythmé. Le scénario est très bien écrit. Les scènes d'action durent parfaitement le temps qu'ils doivent durer. L'Indominus Rex sait être intimidant quand il est intimidant. Il sait faire peur quand il faut faire peur. Bref, c'est vraiment un antagoniste très puissant. Et il y a aussi, l'autre gars cet autre gars qui est plutôt cool, hein, et qui a une belle scène de fin. Hein. Mais après, je le cite vite fait, mais franchement, ce gars-là, c'est une vraie bonne qualité. Non, je vous jure, les gars, je vous laisse 2-3 de ses phrases pour vous faire comprendre à quel point ce personnage est génial. War is part of nature. Look around, Owen. Every living thing in this jungle is trying to murder the other. Mother Nature's way of testing her creation. War is a struggle. Struggle breeds greatness. And without that, we end up with places like this. Charge $7 a soda. Non, vraiment, les acteurs, ils sont formidables. Ils sont vraiment extraordinaires. Ça fait plaisir d'avoir enfin de bons acteurs. Là où dans Jurassic Park 3... Oh, et évidemment, je conclurai sur ça. Si je vous dis que ce film est une belle métaphore au travers du cinéma, sachez que ce n'est pas pour rien. On représente le public par nous, par les visiteurs du parc, évidemment, qui veulent des sensations fortes, de l'action, etc., etc. Et on nous présente presque l'Indominus Rex comme quelque chose de nouveau, comme une sorte de Jurassic World, genre quelque chose qu'on connaissait déjà, mais en réamélioré, en mieux. Sauf que c'est une créature qui échappe complètement au contrôle de tout le monde et qui se défoule sur tout le monde tellement il est imposant. Du coup, on fait appel à toutes les solutions nécessaires pour le calmer. Mais du coup, ça nuit presque contre tout le monde et il y a même des fois où ça marche pas. Du coup, on est obligé de faire appel à ce qui marchait, à savoir le cinéma de l'ancien temps, représenté par le T-Rex, qui était anciennement le Jurassic Park d'avant. On présente aussi le Vélociraptor comme ce qui était, ouais, non, j'avoue, celle-là, je sais pas comment la représenter en fait. Et du coup, on finit par mettre à terre l'Indominus Rex, qui est la représentation même du film. Et au final, ce qui le bouffe, au final, c'est sa propre folie destructrice qui nous fait dire qu'à un moment donné, eh oh, mon pote, calme-toi, hein, je suis supérieur à toi. Du coup, le Mosasaur qui lui aussi est une autre idée de Jurassic World, l'emporte avec lui pour lui faire comprendre que, ouais, non, arrête, t'es juste là, t'es juste un gros film, un gros budget, un gros divertissement. C'est bon, frère, arrête. Dans le lot, t'as aussi Chris Pratt qu'on pourrait un petit peu représenter comme étant Colin Trevorrow, à savoir le réalisateur du film qui lui voulait juste faire un film Jurassic Park comme ça, mais qui lui connaît un petit peu le cinéma et sait comment le maîtriser. Et de l'autre, t'as aussi un petit peu Claire qui est plus ou moins un petit peu le Steven Spielberg, parce qu'il faut savoir que dès le départ, Steven Spielberg, lorsqu'il voulait une suite, c'était juste pour faire son truc à lui, mais elle voit plus les choses comme les chiffres. Du coup, ce serait difficile de le comparer à Steven Spielberg. Donc moi, je le mettrais plus, à la place des producteurs, etc., etc. Et t'inquiète pas, le fan hardcore de Star Wars, Kathleen Kennedy n'est pas à la production de cette nouvelle trilogie. Avec tout ça, le succès du film ne tarde pas à s'exclamer, puisque le film fera 5 millions d'entrées rien qu'en France. Sachez que on est toujours en dessous de Jurassic Park, mais c'est déjà un très beau succès quand même. Aux États-Unis, il fera quand même 600 millions de dollars, ce qui n'est pas un score totalement dégueulasse. Par contre, c'est au box-office mondial qu'il faut se mêler, parce que le film fera, attention, 1 milliard 600 millions de dollars. Ouais, dites-vous quand même que c'était tellement rentable que c'était, je crois, un film qui a atteint le top 10, le top 15 des films les plus rentables de l'histoire. Donc comme quoi, il suffit juste que tu recastes des gens de talent, ainsi que un bon scénario sympatoche, et t'as un bon film, t'as même un excellent film qui fait honneur au matériel de base. Et ça fait plaisir. Et forcément, avec tout ça, faut forcément s'attendre à une suite, et croyez-moi que cette suite, elle vaudra le coup. Jurassic World Fallen Kingdom est le meilleur opus de toute la saga.
Que ce soit Jurassic Park ou Jurassic World, sachez-le. Le trailer sort le 8 décembre 2017, à savoir qu'à cette époque-là, je devais fêter quel âge déjà? Je me souviens même plus, sachant que là aujourd'hui j'ai 19 ans, là Je me souviens encore de ce trailer parce que ce trailer était complètement fou. On a rajouté ce putain de volcan qui était présent dans le livre enfin en film et ça faisait vachement plaisir. Donc ouais, le trailer tabasse et sa race. Croyez-moi que le cadeau d'anniversaire, je l'ai bien digéré. Ah, même encore aujourd'hui. Déjà, c'est plus Colin Trevorrow qu'on retrouve à la réalisation du film, même si il co-scénarise le film, hein, sur ça ne vous inquiétez pas. Il est un des mêmes producteurs, hein, sachez-le. Non, là, c'est un gars que l'on appelle Juan Antonio Bayona. Et sachez que c'est un réalisateur avec beaucoup de talent. Je vous conseille vivement de regarder tous les films qu'il y a à l'affiche juste ici. Croyez-moi que ce gars a beaucoup de talent. Dites-vous que ce mec-là a tellement de talent qu'il a été invité pour faire les 2 premiers épisodes de Rings of the Power. Bon, ok, la piètre qualité du film, de la série est discutable, hein, mais quand même, on peut reconnaître qu'il a une belle réalisation et un très beau savoir-faire. Et c'est pas sur ça qu'on pourra reprocher Rings of the Power, mais ça, on aura le temps d'en reparler, Et en ce qui concerne le reste de l'équipe, bah ouais, non, là pour le coup, il y a pratiquement pas grand-chose de changé. Mais déjà, pourquoi est-ce que je vous dis que Fallen Kingdom est le meilleur opus de Jurassic Park? Tout simplement parce que c'est le film qui a le plus compris ce que doit être un Jurassic Park en 2018. À ce point-là, au point que je regrette même de ne pas l'avoir mis dans mon top 10 de 2018. Bon, vous allez me dire après c'est quoi le speech? Bah cette fois-ci, on suit nos amis de toujours, hein, sauf qu'on a enlevé les gosses cette fois-ci et ça fait plaisir. À savoir que on suit Claire et Owen qui vivent chacun leur vie de leur côté. D'un côté t'as Owen qui se construit une cabane au fin fond des États-Unis, quoi. Et t'as Claire qui, elle, travaille dans une association de protection animalière, ce qui est plutôt cool. Et il y a un petit problème qui se passe à Isla Nublar. Un volcan menace d'entrer en éruption. Bon, jusque-là, tu vas me dire, oui, les volcans qui rentrent en éruption, c'est pas très grave non plus, ça fait quelques dégâts, mais pour l'instant, ça va. Mais dites-vous que le volcan, il va tellement être puissant qu'il menace de littéralement détruire absolument toute l'île et tous les dinosaures qui s'y trouvent, ainsi que, littéralement, toute trace de vie qui s'y trouve, hein. Donc ouais, dit comme ça, globalement, ça ressemble un petit peu au speech de Jurassic Park 2, mais on y a juste rajouté un volcan dans l'histoire. Voilà, c'est tout, hein, pas trop de subtilité ou quoi que ce soit. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo qui reviennent sur mes précédentes critiques, parce que j'avais déjà fait une après-séance sur ce film-là en 2018, et je maintiens pratiquement tout ce que j'ai dit, hein, et je vais revenir sur absolument tout ce que je n'ai pas dit à propos de ce film. Déjà, les dinosaures ne sont plus que de simples animaux figurants ou quoi, à savoir les herbivores égale figurants et carnivores égale des gens qui doivent bouffer. Non, ce sont des personnages et ça fait plaisir à voir. Enfin, pas tous non plus, hein, faut pas rêver. Mais déjà, ça fait plaisir d'avoir enfin un petit peu d'humanisation de la part de Blue, parce que dans Jurassic World, c'était juste une machine de guerre. Voilà, il n'y a rien de plus subtil, il n'y a rien de machin, faut pas rêver. Mais là, dans Fallen Kingdom, t'as presque l'impression d'avoir affaire à une humanisation de la part de Blue, qui littéralement n'est même plus un animal à ce stade, mais un personnage, et ça fait plaisir. Le T-Rex qui ne se contente pas cette fois-ci d'être une grosse machine à spectacle comme on l'a vu dans tous les autres films Jurassic Park, mais là vraiment t'as presque l'impression d'avoir affaire à une créature sauvage qui souhaite se débattre de tout ça, parce que il a juste envie d'être libre en fait, hein, tout simplement. T'as un pachysaure qui se range dans les créatures des herbivores, mais qui, lui, utilise enfin sa fonctionnalité de foncer sur un mur pour tout détruire. Et ça, oui, ça fait vachement plaisir. Enfin, on a ça dans un Jurassic Park. Un dinosaure qui a des particularités physiques et qui s'en sert dans la vraie vie. Ensuite, on a cette fameuse organisation qui veut embarquer les dinosaures, mais uniquement parce qu'ils veulent de la monnaie et les vendre dans des enchères spécialement faites pour eux. Du coup, ce qui fait que quand tu regardes tout ça, il y a aussi ce re-questionnement de l'humanité. On revient enfin à l'âme de Jurassic Park, à savoir que d'un côté t'as les businessmen qui veulent se faire du fric, à savoir les producteurs du cinéma. T'as Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui veulent sauver leurs dinosaures favoris, parce que le cinéma c'est quelque chose qu'ils aiment bien et qu'ils veulent pas laisser tomber entre des mains aussi terribles qu'eux. Et les dinosaures, c'est plus ou moins le cinéma. Et si on voulait représenter Isla Nublar, on pourrait presque le représenter comme le Jurassic Park d'avant, à savoir que quand tu vois cette île se faire détruire, tu te rends compte que chaque bonne chose doit être éternelle et sont obligés forcément de s'éteindre à un moment donné. Et c'est d'autant plus représenté quand tu vois ce fameux brachiosaure carbonisé par les nuées ardentes du volcan qui commence petit à petit par le rattraper et entièrement le cramer. Oui, c'est triste, mais bon. Au moins, ça a fait une belle symbolique de se dire que chaque bonne chose doit avoir une fin, et surtout, finissent un jour ou l'autre par disparaître. Et si vous pensez avoir suffisamment les larmes aux yeux comme ça,
Sachez que ce brachiosaure que vous voyez là devant vous, eh ben c'est celui que Alan Grant et compagnie ont admiré pour la première fois. Donc oui, souvenez-vous, lorsque vous verrez la toute première fois que vous verrez les dinosaures dans Jurassic Park, vous vous souviendrez que vous l'avez aussi vu se faire carboniser. Un mouchoir? D'un côté, t'as aussi l'Indoraptor qui est aussi plus ou moins la même référence qu'avec celle de l'Indominus Rex, à savoir faire les choses plus grands et plus gros parce que les dinosaures de nos jours, ça n'impressionne plus personne. Du coup, on nous présente un nouveau dinosaure plus féroce et plus terrifiant encore. Et là, pour le coup, l'Indoraptor, c'est certainement l'une des plus grandes qualités du film aussi. Parce que ça fait plaisir d'avoir un dinosaure, ne serait-ce qu'un peu plus original. Parce que là, littéralement faire un dinosaure sadique au point qu'il est capable de nous lâcher un sourire putain machiavélique sa mère. Ouais, à ce point-là. C'est vrai que la scène où la petite fille est dans son lit pour se cacher parce que elle a envie que les cauchemars s'arrêtent, etc., etc. Ouais, c'est une belle métaphore de la fameuse petite fille qui a envie que les cauchemars s'arrêtent et qui n'arrive pas à se réveiller d'un rêve éveillé et tout ça. Enfin bref, il y a une belle poésie qui se dégage et tout ça, ouais, j'aime bien. Antonio Juan Bayona a énormément de talent et encore une fois, je vous suggère toute sa filmographie, allez me tout voir, allez me tout regarder de Juan Antonio Bayona, putain. Et c'est vrai que la scène de sa mort était franchement spectaculaire. J'en ai eu pas mal de frissons. Et encore plus quand le T-Rex a rugi sous une éruption volcanique. Ok, ça fait pas réaliste ou quoi, mais au point où on en est, on regarde du grand cinéma. Et quand c'est fait par un gars de talent, le réalisme, cette scène m'a tellement mis à terre que je m'en suis littéralement retrouvé collé à mon siège. Ouais, un petit peu comme ton collant autour de tes jambes. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelait ça un collant. Bon, ok, je vois le sens parce que ça colle aux jambes. Mais pourquoi de base ça s'appelle un collant? Pourquoi est-ce que du coup on appelle pas ça une robe aérée, hein? Bref, avec tout ça, tu peux dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Ouais, sauf au niveau des critiques. Parce qu'il y a certaines critiques qui, certes, sont très positives, hein, ça je vous rassure. Mais il y en a d'autres qui sont négatifs et très amers en ce qui concerne le film. Et du coup, ils aiment pas, parce que soi-disant, le film n'aurait pas dû détruire l'île, fallait pas qu'il détruise l'île, machin, ça aurait été mieux dans le parc, machin, enfin... Ouais, des critiques absurdes, quoi. Et malgré tout ça, le film a quand même un petit succès honorable, bon, moins bien que le premier opus, mais bon, ça va, hein, pour un second opus, il s'en sort plutôt très bien, puisque, il a quoi, ouais, à 3 millions d'entrées, rien que en France, mais je pense aussi que c'est... plus dû au fait qu'il n'y a plus Omar Sy dans le film, et ce qui est dommage, c'est pas un critère, les Français, Omar Sy n'était pas plus important que ça dans le premier opus. Aux États-Unis, il fait quand même le miracle d'être au-dessus de Jurassic Park 2 et 3, puisque il est à 4 millions de dollars au box-office états-unien, donc ce qui est déjà très honorable quand même. Au box-office mondial, il a 1 milliard 300 millions, ce qui est très honorable pour un film comme celui-là, mais quand tu sens que le premier opus avait déjà fait mieux de cette nouvelle trilogie, ouais, tu sens que peut-être que le film aurait pu être boosté un petit peu plus, mais voilà, c'est un petit peu dommage, voilà, c'est comme ça. Et moi, j'aimerais juste revenir sur cette fin gargantuesque, parce que qu'un Jurassic Park se termine comme ça, non seulement je trouve ça original et incroyable, mais surtout, on se dit qu'enfin, il va y avoir des portes ouvertes pour de nouveaux horizons pour la saga, parce que faut bien comprendre une chose, on a fait que parler de Jurassic Park et World qu'autour d'un parc, et du coup, on était restreint que sur une île, soit Isla Nublar, soit Isla Sorna. Du coup, ce qui faisait que, ça faisait que créer une redondance et la saga elle faisait que tourner en rond, à savoir que on allait suivre des personnages sur une île et voir des dinosaures bouffer d'autres gens. Bref, on commençait à avoir la formule et voilà, on n'en pouvait plus. Voilà. Parce qu'il faut bien savoir une chose, faut savoir que au moment où il se passe un bordel dans le manoir et tout ça, il y a des vapeurs toxiques qui se sont libérées dans les cages de chaque dinosaure. Du coup, ce qui fait qu'ils peuvent mourir d'asphyxie et crever une bonne fois pour toutes. Et là, du coup, il commence à y avoir ce re-questionnement de savoir est-ce qu'il faut sauver les dinosaures ou pas au prix à ce qu'ils se libèrent et envahissent le reste du monde, ou bien est-ce qu'il faut les laisser crever ici pour que tout s'arrête maintenant. À ce moment-là, nos personnages principaux choisissent que non. Sauf qu'à un moment donné, on remarque que les dinosaures sont libres de s'échapper pour respirer de l'air frais tout autour du globe. Et on se rend compte qu'en fait, c'était juste cette petite fille. Et qui représente bien notre enfance à nous. Parce que, une enfance a une âme innocente, et on se rend compte que, elle pouvait pas les laisser mourir. Et on se rend compte d'une seule chose. En fait, on fait pas seulement des films pour, des gens adultes comme eux. Mais on fait aussi des films pour une nouvelle génération comme elle, par exemple. Ces enfants-là, ils sont émerveillés par les dinosaures que l'on leur présente aujourd'hui. Et ils ont pas vraiment envie que les choses s'arrêtent maintenant. Du coup, ce qui fait qu'elles préfèrent plus les voir être libérées qu'autre chose. Et moi, franchement, que vous dire? Moi, je trouve ça beau, Du coup, ce qui me laisse vous poser une petite question. Si vous auriez été à la place de cette petite fille, est-ce que vous auriez appuyé sur le bouton pour libérer chaque dinosaure? Ou bien est-ce que vous auriez laissé les dinosaures crever?
Je vous laisse cette réponse en commentaire. Du coup, on a affaire à des dinosaures qui sont libérés autour de la Terre. Et là, bah, t'as littéralement un immense champ des possibles. Tu peux absolument tout imaginer. Mais alors vraiment tout. Et c'est ça qui est génial avec cette fin. Parce que maintenant que les dinosaures sont libres, bah, il peut y avoir une réinterprétation d'absolument tout ce que tu veux. Fini maintenant d'être enfermé dans un parc paumé au milieu d'une île complètement paumé. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, on présente des dinosaures qui vont avoir une conséquence directe avec le reste du monde. Et tu peux que te poser des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ça plus qu'une qualité, c'est absolument génial. Parce que tu peux imaginer absolument tout ce que tu veux à propos de ce film. Et bref, c'est ouf. Franchement, c'est matrixant. Et là, vous vous attendez sûrement à ce que je vous parle de Dominion. Non, on va d'abord faire une transition sur une série que peu d'entre vous connaissent. C'est trop cool. Bon, par contre, je vais faire très vite parce que vraiment, là, la vidéo, elle est trop longue. On a déjà dépassé le seuil de 1 heure, ce qui va sûrement en faire la 3e vidéo la plus longue de ma chaîne. Peut-être même la 2e, hein, si on veut abuser. Mais on va faire vite, voilà. Jurassic World, le colon du Crétacé, nous raconte l'histoire du colon du Crétacé qui rassemble 6 personnes différentes qui vont vivre des aventures dans le Jurassic Park. Sauf qu'ils arrivent pile au moment des événements du premier film Jurassic World. Et du coup... ouais, on va être obligé de les suivre au milieu de toute cette histoire et on va les voir fuir cette île malgré le fait qu'ils ont un carnosaure à leur cul. Voilà, c'est à peu près. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est un film d'animation un peu plus tout public que les films Jurassic Park. Et pourquoi pas, hein, après tout, hein, on peut être choqué comme on peut être diverti. Hein. La première saison était franchement pas mal. Non, franchement, j'ai bien aimé cette première saison. Il y avait un petit peu d'émerveillement de la part des dinosaures, ce qui était pas mal. On a aussi un petit peu plus de lore qui est développé autour de l'univers de Jurassic Park, ce qui rend le film vraiment meilleur. Enfin, la série vraiment meilleure, hein, du coup. L'animation, elle fait un petit peu cartoon, surtout quand tu compares ça au meilleur Pixar et au meilleur DreamWorks. Mais franchement, elle passe, hein, ça va, on s'y habitue assez vite. Même si ça rend l'Indominus Rex un peu moins terrifiant et un peu moins imposant. Et c'est un petit peu dommage. Il y a des clins d'œil, il y a des références au premier film Jurassic World. Et ça fait vraiment plaisir, hein, je vais pas bouter ça. Hein. Et j'aime bien aussi le fait que cette première saison se termine sur les gosses qui sont coincés au milieu d'une île. Du coup, ce qui fait que, ouais, tu peux te faire une plutôt bonne série par la suite, hein, avec pas mal de bonnes saisons, etc., etc. Seulement, je trouve que ça rajoute un tout petit problème. Qu'est-ce que ça va raconter? Ouais, raconter l'histoire de gosses paumés sur une île. Qu'est-ce que ça va raconter? Et ce sera aussi à peu près ça le problème de cette 2e saison, à savoir que y a pas grand chose à raconter. Du coup, il y a même des fois on peut se permettre 2-3 petites incohérences scénaristiques, mais le problème c'est que cette série elle est tellement anecdotique et que je l'ai oublié et que j'ai pas grand chose à dire. Du coup, je pense qu'on peut littéralement passer à la 3e saison. La 3e saison, par contre, c'est peut-être que c'est la meilleure saison des 5 saisons que je vous parle, parce que vraiment, la 3e saison, déjà on y introduit le Scorpion Rex, du coup ce qui fait que t'as un ennemi qui te colle aux fesses et c'est chaud. Du coup ça rajoute aussi un côté un petit peu de tension autour de nos personnages préférés ou en couleur, ce qui fait que tu peux avoir plus d'empathie envers ces derniers et du coup tu t'as compris quoi. En bref, vraiment le Scorpion Rex, je l'ai trouvé vraiment terrifiant, incroyable et surtout ouais, c'est vraiment la grande force de cette série et ça fait plaisir. Ajoute à ça aussi un petit peu de développement de personnages et voilà, globalement t'as la meilleure saison de la série. C'est à partir de la 4e saison, à savoir la saison où nos héros se cassent de l'île, que je me dis que ça aurait dû s'arrêter là parce que déjà quand t'as un mosasaure qui a détruit leur bateau, tout ça pour que les gosses y jouent sur l'île alors que le mosasaure avait largement l'occasion de tous les bouffer. Voilà, c'est à ce moment-là que je me demande pourquoi. Du coup, ce qui fait que nos héros favoris se retrouvent sur une île un peu bizarre et surnaturellement réaliste. Genre, vraiment, j'espère que The Lost, ce sera pas ça. Du coup, tu retrouves un gars qui contrôle une sorte de parc, machin, et qui enferme les gosses parce que, soi-disant, il travaille pour le père du personnage principal, qui est le plot twist final de cette saison, d'ailleurs. Ouais, dit comme ça a l'air intéressant, et ça fait d'ailleurs plaisir de revoir notre spinosaure favori. Mais il y a aussi une histoire de comme quoi ces gars peuvent contrôler les dinosaures grâce au pouvoir du ta gueule, c'est magique, enfin... Non, là on part un petit peu en couille là, calme-toi série. Et la 5e saison ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Du coup, ce qui fait qu'il y a des fois où les personnages ont tellement peu de développement qu'on est obligé de les foutre dans des relations amoureuses absolument inutiles ou préjugées, dont notamment... Netflix, faut vraiment qu'on parle de ta représentation des LGBT. Ça m'inquiète.
Vraiment, ça m'inquiète. Et à la fin, bah, à ce stade-là, plus personne n'y croit. C'est des dinosaures qui se font contrôler par des humains. Et du coup, ils peuvent plus rien faire et tout ça parce que ta gueule, c'est magique. Voilà, hein, la saison 5 se termine comme ça. Et même moi qui avais espéré au moins un minimum une belle fin, après la déception du film dont on va parler, ouais, j'ai plutôt été déçu de cette 5e saison. Très déçu. Mais bon, au moins, il y a une fin positive où tout le monde rentre chez soi et au moins on peut se dire qu'il n'y aura pas de 6e saison ou d'autres suites parallèles ou quoi que ce soit. Sauf s'ils font la même erreur, Netflix. Mais bon, ils sont pas assez cons pour ça, pas vrai? Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. Là, vraiment, on va parler d'une catastrophe. Mais alors, d'une catastrophe. Alors là, vraiment, si vous voulez vous abonner, là, vraiment, c'est maintenant. Je vous ai suggéré une série Netflix, les mecs. Donc vraiment, en gage de remerciement, faites-moi un plaisir de vous abonner, activez la petite cloche, moi, ça fera plaisir. Et aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ce sera toujours bien. Maintenant qu'on a vraiment commencé à établir les valeurs amicaux, on va pouvoir s'attaquer au calcul. Jurassic World Dominion est vraiment un film pas terrible, même pire que ça. C'est mauvais. Je regrette presque même de l'avoir mis si bas dans mon flop 5 de 2022. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Bon, déjà, faut savoir que quand le film a été annoncé, surtout son tournage, bah, franchement, on était tous hypés. On avait tous envie de voir la suite. Sauf que le problème, bon, évidemment, le tournage a commencé en 2020 et je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en 2020, les mecs. Du coup, on a tous été obligés de prendre son mal à patience et d'attendre que tout ça s'arrête. Mais bon, évidemment, ça n'a pas empêché le film de faire sa promo au début 2022 et d'en faire sortir 2-3 bandes annonces, à commencer évidemment par le prologue qui avait l'air, et je dis bien avait l'air entre guillemets, de nous annoncer la couleur. Parce que oui, déjà, on a affaire à des dinosaures ultra réalistes présentés dans un style documentaire. Et ça, c'est génial. En plus, qui se passe 65 millions d'années avant. Donc ouais, ça fait vachement plaisir hein, de voir ce genre de choses. Et si tu finis en plus avec le T-Rex qui vient sur une projection ciné 65 millions d'années après, ouais, t'as vraiment affaire à un excellent prologue qui a l'air de te montrer la couleur de la série, du film. Surtout quand tu présentes le Giganotosaure qui a l'air vraiment puissant et qui se présente comme le nouvel antagoniste du film, là tu te dis, peut-être que le film sera génial. Ah là, ça promet beaucoup. Ensuite, les nouvelles annonces nous prouvent que Alan Grant, Ellie Sattler et notre Ian Malcolm sont tous les trois de retour pour signer dans ce film. Et on a aussi Dodson. Si, vous savez, Dodson, là, le fameux gars qui a fait un caméo dans le premier opus, là. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Par contre, juste j'aimerais revenir sur Dodson pour histoire de parler un petit peu plus sérieusement. Faut savoir que Dodson, c'était un petit peu le gars de société dans le livre, en tout cas juste dans le livre, qui était un petit peu l'associé de John Hammond, à savoir un petit peu son collègue John Hammond qui était considéré plus ou moins comme son bras droit dans le livre. John Hammond qui, je vous rappelle au début de vidéo, c'est un petit peu le bad guy méchant de l'histoire en fait. Et du coup, le revoir dans ce film, tu peux te dire que ça va être cool. On va avoir un excellent antagoniste qui va faire des trucs de méchants, certes, mais qui au moins pourra nous faire philosopher sur la fameuse âme de Jurassic Park qui est de parler du rapport entre l'humain et la nature. Et surtout, le sujet principal de ce film-là, ça va être la cohabitation des dinosaures avec les êtres humains sur leur planète. Juste aux États-Unis, parce que pour que ça transporte au reste du monde, faut attendre un petit peu. Voilà, avec tout ça, tu peux dire, mais putain, mais ce film va être lourd. Qu'est-ce qui peut se foirer? Je veux dire, t'as des dinosaures qui vont envahir la planète Terre tout entière et qui risquent littéralement de mettre en extinction toute l'humanité. Dodson qui est de retour pour faire son riche milliardaire et qui va sûrement jouer un rôle important et capital dans ce film-là. T'as le retour de ton casting principal préféré qui vont peut-être conclure cette saga comme il se doit. T'as une immense possibilité de façon de raconter ton nouveau film que tu peux raconter soit une histoire de gens qui veulent braconner des dinosaures uniquement pour leur service, t'as soit des gens qui sont dresseurs de T-Rex et qui gagnent leur vie grâce à ça, t'as soit les dinosaures qui peuvent gouverner le monde à la fin parce qu'ils sont soi-disant incontrôlables. Bref, tu peux imaginer plein de choses, mais alors plein de choses à propos d'une suite à Fallen Kingdom, tellement les portes elles ont été ouvertes. Limite à ça, c'est même plus une porte qui a été ouverte, quoi. C'est littéralement tout le grillage qui a été détruit pour laisser s'échapper plein de prisonniers. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais alors là, on s'est vraiment pris une sifflante à l'envers presque. Parce que tu sais, quand tu te prends une baffe par un film, tu te dis que ça a été tellement incroyable que tu t'es senti baffé. Mais là, c'est juste ton daron qui est venu te remettre à ta place en fait. Tellement c'était une baffe violente quoi. Jurassic World Dominion, c'est exactement comme Zinedine Zidane qui a fait un match terrible.
Le fameux oh non pas ça, pas aujourd'hui. Non parce que vous voulez que je vous raconte ce putain de synopsis? Eh bien en fait c'est très simple. C'est l'histoire de Owen et compagnie qui vivent bon au milieu des États-Unis. Hein, je pense qu'on aura tous compris. Aux côtés de visiblement de Blue qui vit de son côté à elle et qui a donné naissance à une Raptor. Pourquoi pas hein. Entre temps t'as l'ancien casting qui se réunit de son côté à lui. Et devinez pourquoi est-ce qu'ils se réunissent. Devinez. Pour signaler que certaines régions des États-Unis sont victimes d'agriculture parce que des sauterelles dévorent des récoltes. Il y avait n'importe quel scénario d'imaginer. Et c'est des sauterelles qu'ils ont choisi. Une histoire de sauterelles qui bouffent de l'agriculture. Dans un film qui s'appelle Jurassic Park. C'est peut-être des sauterelles préhistoriques. Mais des sauterelles, putain, des sauterelles. Il y a 2-3 reprises où j'ai vu des gens imaginer d'autres scénarios possibles et qui se sont dit ouais ça peut être sympa, mais moi j'étais en train presque de me moquer gentiment tellement ça avait l'air farfelu. Mais maintenant, ouais non, son synopsis franchement il était bien, on aurait dû le prendre lui, ça aurait été mieux. Et aussi, vous vous souvenez dans Fallen Kingdom où on se débarrassait enfin du parc pour ouvrir tout nouveau champ de possibilités ou quoi. Bah là devinez quoi, dans ce film on a remis un parc. Un parc naturel d'animal et tout le reste du film se passe là. On a quitté un parc pour revenir dans un parc. L'antagoniste là, vous savez, le Giganotosaure, c'est un dinosaure qui traîne et on le voit même pas bouffer une personne. On le voit rien bouffer, il bouffe un renne tranquille et il bat le T-Rex et on se rend compte en fait que le T-Rex, dans toute l'histoire, c'est une grosse victime. Victime quoi. Et vous vous souvenez de Blue dans Fallen Kingdom quand je vous disais qu'ils ont enfin fait un vrai personnage? Et bah dans ce film elle sert strictement à rien. Au point qu'elle a même pas 3, 4, 7 dans son film. Hein. C'est... Ouais c'est triste hein. Par contre pour Owen on lui fait une scène de sautage où son fils se fait kidnapper. Le fils à Blue je parle hein. Owen et Claire non ils ont pas encore de fils ou de fille hein. Oui on avait aussi l'histoire de cette petite fille comme quoi il y avait une histoire de ouais en fait soi-disant c'est une espèce de clone de sa femme, de la femme de l'autre là qui est morte tout ça enfin genre de conneries et bah en fait non dans ce film on tue tout juste pour dire qu'en fait c'est juste une mère qui s'est mise enceinte toute seule et qu'elle a réussi à en faire sa propre fille du coup c'est pour ça qu'elle a les mêmes attraits physiques tout ça et... Va te faire enculer. Et aussi Dodson vous savez le fameux gars qui était censé être le nouvel antagoniste de toute cette histoire. On l'a dans le mille, il sert à rien. Il est juste là pour envoyer 2-3 petites anecdotes de Split, ou juste pour être une soi-disant révolution et créer un nouveau parc. Et voilà, c'est reparti. Encore un parc, toujours un parc. Faut qu'il y ait un parc partout avec Jurassic Park, alors que c'est devenu Jurassic World, les gars. Évoluez! Quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte en fait que Jurassic Park c'était des films qui arrivaient à nous émerveiller, à nous scotcher tellement t'avais l'air de vivre quelque chose, de vivre quelque chose en regardant ces films. Mais là tu regardes Jurassic World Dominion maintenant, tu te sens complètement différent. Et c'est ça le gros point noir de ce film de merde. Tout simplement parce qu'on est passé d'un film incroyable, émotionnel et captivant à un gros divertissement, un gros budget. Tout ce qui est plus basique. Par exemple, vous aimez Fast and Furious ou les courses poursuites au taquet dynamique? Et ben voilà, on va vous mettre ça au beau milieu d'une petite ville. Voilà, tout simplement parce qu'on n'avait pas à se mettre autre chose sur la dent. Et surtout, on rajoute des dinosaures qui bouffent d'autres gens, des histoires de faire plaisir à tout le monde et parce que c'est passionnant et sympathique. Voilà, parce que c'est dit que ça pourrait être sympa. Et aussi, on rajoute une flore, mais comme on est nul en scénario, on fait la même chose que dans la prélogie, à savoir rajouter des scènes qui développent un petit peu le lore, mais qui servent à rien parce que on savait pas quoi faire d'autre. Et aussi on ramène Dodson juste pour faire plaisir aux fans du livre et qui se plaignent que soi-disant c'est pas bien de modifier les œuvres ou quoi que ce soit. Du coup on a décidé de le mettre pour le fan service et ça fait du bien à tout le monde, voilà. Et aussi comme tout le monde aime les dinosaures, et on va rajouter plein. Des has-been, des aveugles, même des gros, des moches, des charismatiques. Bref, on va même faire le logo du T-Rex sans le vouloir en fait. Ça va être bien, ça va être waouh, super. Alors que putain, c'est réalisé par Colin Trevorrow, le même gars qui s'occupait de Jurassic World, mais qui surtout avait un speech incroyable pour Star Wars 9, parce que oui, c'était lui à la base qui devait faire Star Wars 9 à la place de J.J. Abrams, et son speech il était génial. Mais comment est-ce que cela a-t-il pu arriver? Pourquoi toi? Pas toi quoi, pas ça, pas... Ah non, ouais, non, c'est vrai, j'ai fait ce... Et d'ailleurs, ça aussi c'est un gros défaut, la réalisation est absolument basique, y a rien qui m'a transcendé, si ce n'est le moment où le T-Rex fait le logo Jurassic Park, mais bon... Ça, c'est juste parce que le T-Rex il fait le logo, voilà, c'est marrant 2 secondes, ça fait référence à la saga, évidemment. Mais à part ça, ça raconte quoi?
Bah, exactement, ça raconte rien, rien du tout. Et l'autre Giganoto Makui, là aussi, là, qu'on nous a présenté comme nouvel antagoniste. Le gars, on nous propose un combat final et le gars, il crève comme une merde. Mais à un moment donné, mais va te faire foutre, film de merde, tu veux que je te dise quoi? Par contre, il y a un truc important à souligner, c'est que bah, Alan Grant sort avec Lily Sattler une bonne fois pour toutes, ça y est, ils ont l'air d'avoir une relation et ça fait plaisir. Juste, il y a une question que je me pose, elle est passée où sa tranche de pancake là? Ça y est, c'est devenu son ex, ils ont divorcé et ils sont devenus quoi ces soi-disant enfants? Est-ce qu'ils étaient à Alan? Est-ce qu'ils étaient à Ellie? Est-ce qu'ils étaient à leur tranche de pancake là? Et puis surtout, Alan, je suis vraiment désolé pour toi mon pote. Que tu sois devenu si vieux mais qu'au final tu sors avec Ellie que maintenant. Au moins la persévérance ça paie, hein, tu vois. Bref, de toute façon, je pourrais passer des heures à vous énumérer chaque truc qui vont pas avec ce film, tellement c'est un naufrage catastrophique. Ah non, non, c'est rare de voir ça, c'est rare de voir ça. Il y a de quoi être vraiment dégoûté. C'est peut-être pas le pire film de l'année, et encore heureux, hein, bien évidemment, mais c'est pas pour autant que ça en fait un bon film, ni même un beau film, quoi. Ça en fait même pas un nanar, tellement il y a rien qui va dans ce film. C'est juste un gros film de merde qui a gâché une trilogie parfaite. Le film en France fera exactement les mêmes scores qu'il a fait pour Fallen Kingdom, à savoir 3 millions d'entrées, ce qui... Ouais, est pas mal, mais voilà, hein, 3 millions d'entrées, quoi. Par contre, aux États-Unis, il engendrera 300 millions de dollars au box-office, hein, ce qui le reste quand même au-dessus du Monde Perdu et de Jurassic Park 3, mais en dessous des autres opus précédents, comme je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Par contre, là, il y a un petit débat, parce que le film a remporté 1 milliard de dollars au box-office mondial. Oh non, 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 non. Alors on continue. Non, non, non. Trop, c'est trop. Par contre les gars, là il y a débat pour se dire si Jurassic World Dominion a finalement pas fait un flop. Certes, le film a coûté, allez, 165 millions de dollars au total. On remarque que ses scores sont juste un peu plus en dessous du reste de la trilogie. Est-ce que ça en fait pour autant un si gros succès que ça? Certes, il a largement dépassé son budget, c'est sûr, mais avec les scores qui sont présentés devant, on peut quand même se demander si, c'est pas un flop. Mais bon, de toute façon, quand on regarde ce qui est devenu Jurassic World, ça a littéralement, renfloué les caisses d'Universal. Du coup, ces derniers vont vouloir en profiter, juste pour encore plus exploiter cette saga qui, pour eux, est littéralement une poule aux œufs d'or. Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, le T-Rex avant, la poule avant c'était le T-Rex, et comme il a évolué en poule et tout ça... Et voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, il se peut qu'on n'en ait pas fini avec Jurassic World. J'ai même vu certains articles parler d'un futur Jurassic Park 7. Les gars, je suis désolé, mais ça m'énerve. Je peux pas ne pas péter un câble. J'ai envie d'exploser mon écran. Ça me casse les... Et là, t'es en train de te dire, faut qu'ils arrêtent avec leur truc ou quoi. Et je pense qu'à ce stade, est-ce qu'on peut imaginer un futur pour Jurassic World? Moi, tant qu'on fait pas de saison 6 au colo du Crétacé, moi ça me va, hein. Après, je sais pas vous. Mais moi, je crois qu'à ce stade, non, Dominion, ça a été tellement mauvais que je crois que ça en a dégoûté la majorité d'entre nous, que ce soit les fans de Jurassic Park ou non. Du coup, là, la question est pas de savoir si la suite sera bonne ou pas. Parce que de toute façon, je pense que ça sera vite répandu. Mais du coup, ce sera, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer avec tout ça, malgré le fait que tout soit rentable en ce moment? Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, et d'un certain point de vue, la saga a littéralement chuté. On est passé d'une saga qui nous avait émerveillé fut-il 20 ans, à un gros burger bon que pour être servi dans un McDo. Encore une fois, la métaphore au fast-food se fait petit à petit au cinéma, alors que la cuisine c'est censé être quelque chose de plus gustatif. Et Jurassic World Dominion, c'est juste la preuve que le cinéma, c'est devenu une industrie qui s'est plus industrialisée qu'être devenu un art avant tout. Parce que maintenant, l'art, c'est littéralement devenu une industrie. Et Jurassic World Dominion en est exactement la preuve. Bon, moi, je pourrais quand même dire, joyeux anniversaire à Jurassic Park quand même. Hein, parce qu'au moins, toi, t'existes et tu seras pas capable de nous trahir. Même s'il y a eu Fallen Kingdom. J'avoue que celui-là, il était... Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir tenu jusqu'au bout. Ouais, je pense que là, mes heures de montage vont me prendre un coup phénoménal. Hein. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous, en attendant, est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo ou est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine chute? C'est à vous de voir. En attendant, je vais vous laisser, les gars. Moi, c'était Resatir.
C'est trop sale, j'en fais trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon